qu'est-ce que l'estran ? C'est la partie du littoral comprise entre la haute et la basse mer. Les endroits où les estrans sont les plus étendus dans notre pays sont situés au niveau du Mont Saint-Michel, de la baie de Somme, de la baie de Saint-Brieuc ou du bassin d'Arcachon. C'est sur cet espace composé de sédiments et de vases que l'on retrouve quantité d'oiseaux, dont les limicoles, petits échassiers possédant un bec fin et effilé, leur permettant de fouiller le sol, et les palmipèdes de la famille des mouettes et des canards, pêchant surtout en surface. Toutes ces espèces y recherchent constamment leur nourriture, surtout composée de vers marins ou de minuscules alevins, pour certains tout au long de l'année, pour les autres, les migrateurs, pour y reprendre des forces entre deux vols migratoires. Aux abords de l'estran du Mont Saint-Michel, sur des îles très peu éloignées du continent, des milliers de fous de bassans viennent pour y nicher. C'est le seul moment de l'année où ils rejoignent la terre ferme. Nous ne sommes qu'au tout début du printemps. Sur l'estran, il me faut trouver un observatoire naturel depuis lequel je pourrais dénicher des colonies d'oiseaux qui se nourrissent essentiellement de petits animalcules enfouis dans la vase. Oui, là c'est pas mal. Je crois qu'on va y faire un petit tour. Là ça va être facile, déjà même l'observation va être facile. Et surtout, on ne risque pas d'avoir la toile de tente qui se prenne pour un oiseau. D'accord, c'est décidé, on va là-bas. Allons-y. L'endroit choisi est situé aux confins de la mer et de l'embouchure d'une toute petite rivière, mêlant ainsi, au rythme des marées, l'eau douce à l'eau de mer. Une fois atteint l'emplacement préalablement repéré à l'aide de mes jumelles, je dois, sans perdre un instant, y installer la tente à fût, en profitant au maximum de la marée basse. On va la dégager. Voilà. Donc en fait, en le mettant par-dessus, ça permet de simuler un feuillage ou quelque chose comme ça. Bien entendu, on ne peut pas filmer au travers de ça. Il faut, dans ce cas-là, couper. Voilà, et on fait comme ça. Un peu plus près, ce serait meilleur. Voilà. Toute l'étendue me faisant face ne tarde pas à se remplir des premiers oiseaux, quelques dizaines de minutes seulement après mon installation. Ce sont d'abord les bernaches, très peu craintives, qui nous rendent visite. Elles proviennent de Sibérie et sont les premiers oiseaux migrateurs à coloniser les côtes de notre pays. Elles mangent sans distinction tout ce qui vit dans les sédiments marins à marée basse. Puis vient le tour du Becasso sanderling, de très petite taille. C'est certainement l'oiseau limicole le plus typique des vasières. Il se nourrit exclusivement de microscopiques animalcules laissés par la marée. Quelques minutes plus tard, face à mon affût, apparaît la barge à queue noire, laquelle, munie d'un bec d'environ 10 cm de long, peut, sans problème, pêcher dans la vase des vers situés à grande profondeur. Rapide et assez bruyante, elle signale sa présence de très loin. C'est certainement un des oiseaux les plus actifs des vasières. Voilà. Autre limicole, mais beaucoup plus commun celui-là, le courlis cendré. Assez grand car il a la taille d'une poule, il peut, grâce à la forme caractéristique de son bec, très facilement dénicher les vers arénicoles dont il se nourrit la plupart du temps. Entre deux amas de sédiments, beaucoup plus au loin, voici le tadorne de Belon. Sorte de gros canard, lui aussi un grand habitué des vasières, il a pour particularité de nicher le plus souvent dans un terrier de lapins. À quelques pas seulement de mon affût, le chevalier aboyeur, très nerveux, pêche, à la différence des autres limicoles, uniquement en surface, afin d'attraper les minuscules alevins laissés par la mer à marée basse. Il bouge trop ce piaf. Son proche cousin, le chevalier gambette, lui aussi en perpétuel mouvement, figure parmi les limicoles les plus rencontrés.
Il se comporte un peu comme un surveillant de l'ensemble de la colonie des oiseaux, car il prévient de la présence de n'importe quel intrus. La mouette rieuse, présente toute l'année, se nourrit surtout, comme on le voit ici, de vers arénicoles. Beaucoup plus près de mon affût, à seulement quelques mètres, le bruit caractéristique de l'aigrette garzette en train de pêcher se fait entendre. Sa technique, simple et efficace, du reste longtemps copiée par l'homme, consiste à remuer une de ses pattes au fond de la vase, de façon à faire remonter en surface les petits poissons qui représentent l'essentiel de sa nourriture. La spatule blanche, elle, profite de la remontée des eaux pour dénicher les minuscules crevettes dont elle se nourrit habituellement. Seuls les lichens émergent de nouveau. Plus au loin, les oiseaux encore présents ont tous trouvé refuge sur de petits îlots non immergés. Tandis qu'à moins de 10 mètres de mon affût, juste à l'embouchure d'un petit cours d'eau, une maman foulque couve consciencieusement ses œufs. Un bébé foulque, issu d'une autre couvaison, essaie péniblement de faire ses premiers pas. Un peu plus loin, toujours sur ce même cours d'eau, profitant de la marée haute, une mamancine se promène accompagnée de ses petits, âgés seulement de quelques jours. Mais la mer commence peu à peu à se retirer, le soleil allonge ses rayons, c'est pour moi le signal de sortir de mon affût, il est 17 heures. Je plie mon matériel aussi consciencieusement et aussi vite que possible. Bon, juste au point de vue, ils font pas 1 centimètre de trou. Le soleil Voilà. disparaissant peu à peu et le froid se faisant de plus en plus sentir. Mais il est vrai que nous ne sommes qu'au tout début du mois de mars. Peut-être irai-je vers le sud, vers une destination un peu plus clémente en cette saison, ou vais-je tout simplement attendre l'arrivée des beaux jours. Chacune de mes sorties, et ceci quelle que soit la température, m'invite inexorablement à préparer la sortie suivante.